Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. C'est l'heure d'une nouvelle transmission du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et j'ai le plaisir de le présenter. Je commence tout de suite avec les principaux titres. Le bureau du Premier ministre israélien déclare la suspension des projets liés à l'imposition de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Ceci après l'avertissement du président Trump qu'Israël perdrait le soutien américain. Des drones des forces de soutien rapide visent la capitale soudanaise Khartoum et son aéroport pour la 4e journée consécutive. Et le président russe Vladimir Poutine menace d'une réponse très forte en cas d'attaque de son territoire par des missiles américains. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Philippe, roi de Belgique, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Bruxelles, ainsi que pour la profondeur des relations bilatérales qui unissent les deux pays. Sur sa page officielle de réseau social Facebook, le président el-Sisi a exprimé sa reconnaissance à M. Antonio Costa, président du Conseil européen, et à Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour l'accueil de ce premier sommet Union européenne-Égypte dans le cadre du partenariat stratégique. Le chef de l'État a également souligné les discussions qui ont été riches et constructives, confirmant la profondeur des relations entre les deux parties qui ont atteint un niveau sans précédent de convergence, souhaitant mettre en œuvre des accords conclus et au deuxième sommet que l'Égypte accueillera en 2026. Dans une déclaration commune, l'Égypte, plusieurs pays arabes et islamiques, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique ont condamné dans les termes les plus fermes l'approbation de la Knesset israélienne de 2 projets de loi visant à imposer la soi-disant souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée et sur les colonies israéliennes illégales. La déclaration considère l'approbation de la Knesset sur ces 2 projets de loi étant une violation flagrante du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'agence MENA a rapporté qu'une délégation du mouvement Hamas, présidée par Khalil Al-Haya, s'est réunie hier en Égypte avec le mouvement Fatah, dirigé par Hussein el-Sheikh, le vice-président palestinien, et Meghed Farag, le chef du renseignement palestinien, pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié une décision de suspendre tous les projets de la loi liés à l'imposition de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Ceci après l'avertissement du président américain Donald Trump qu'Israël perdrait le soutien américain en cas d'annexion de la Cisjordanie. Ceci intervient après l'approbation par la Knesset de 2 projets de loi qui ouvriraient la voie à l'expansion de la souveraineté israélienne en Cisjordanie. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a alerté hier que l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est insuffisante, n'a pas permis une amélioration de la situation dans ce territoire palestinien en proie à la famine. La faim est toujours présente car il n'y a pas assez de nourriture qui parvient à la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et la situation reste catastrophique. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'OMS au cours d'une conférence de presse en ligne depuis le siège de l'OMS à Genève. Israël a coupé à plusieurs reprises l'aide à la bande de Gaza pendant la guerre, dégradant des conditions humanitaires déjà désastreuses.
Et passons au Liban, où les autorités ont annoncé que des frappes israéliennes avaient fait 4 morts hier dans l'Est et dans le Sud. Israël a dit avoir mené ces attaques sous prétexte de vouloir cibler des objectifs du Hezbollah, dont un site de production de missiles de précision. Dans l'est du Liban, des frappes ont touché la chaîne de montagnes de l'Anti-Liban, près de la frontière avec la Syrie, une zone où le Hezbollah est bien implanté. Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes régulières au Liban, affirmant viser le mouvement islamiste. Israël continue en outre d'occuper 5 points en territoire libanais, alors que l'accord de cessez-le-feu prévoit son retrait. Jeudi, le Premier ministre Nawaf Salam a de nouveau appelé Israël à se retirer du Liban et à cesser ses attaques continues. Sur le terrain des drones, des forces de soutien de Rapide, les FRS ont de nouveau visé la capitale soudanaise Khartoum et son aéroport tenu par l'armée pour la 4e journée consécutive. L'armée soudanaise a intercepté à l'aide de ses défenses aériennes et son système de défense aérienne les drones qui ont tenté de cibler l'aéroport. Par ailleurs, la ville de Fasher a subi une des attaques les plus violentes depuis plusieurs axes, mobilisant d'importants effectifs appuyés par l'artillerie et des drones. Depuis mardi, l'aéroport de Khartoum, hors service depuis 2 ans et sur le point de rouvrir, est en proie à des attaques de drones attribuées aux paramilitaires des forces de soutien rapide engagés depuis avril 2023 dans une guerre pour le pouvoir contre l'armée régulière. 4 agences des Nations Unies, l'OIM, le HCR, l'UNICEF et le PAM, en charge de différents programmes d'aide, ont appelé hier à une attention internationale urgente sur la crise au Soudan pour répondre aux souffrances immenses et aux dangers croissants de la population soudanaise. Plus de 900 jours de combats brutaux, de violations massives des droits humains, de famine, de rupture de services vitaux ont poussé des millions de personnes aux limites de la survie, surtout les femmes et les enfants, écrivent les 4 agences dans un communiqué conjoint. Le texte a souligné notamment l'aggravation de la crise humanitaire dans les États de Kordofan et surtout du Darfour dans l'ouest du pays, où des communautés entières survivent dans des conditions défiant la dignité. Les forces de soutien rapide assiègent depuis 18 mois Al-Fasher, dernière capitale du Darfour, échappant à leur contrôle. Selon l'ONU, 260 000 civils, dont la moitié sont des enfants, y sont privés de nourriture, d'eau et de soins. Passons en Europe et le président russe Vladimir Poutine qui a menacé une réponse très forte en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington. Par ailleurs, Poutine a estimé hier que les sanctions prises la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient sérieuses, mais qu'elles n'auraient pas d'impact significatif sur l'économie de son pays. Les États-Unis visent par ces mesures 2 géants des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, disant constater la décision de Donald Trump de reporter le sommet prévu à Budapest. Vladimir Poutine a noté que le dialogue était toujours préférable à la confrontation, aux disputes et encore plus à la guerre. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré vendredi vouloir porter à de nouveaux sommets la relation entre Tokyo et Washington, appelant aussi à construire une relation constructive et stable, assortie d'un dialogue franc avec la Chine. Plus de détails dans ce commentaire. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré vendredi vouloir porter à de nouveaux sommets la relation entre Tokyo et Washington, appelant aussi à construire une relation constructive et stable, assortie d'un dialogue franc avec la Chine.
Lors de son premier discours de politique générale devant le Parlement, la dirigeante conservatrice de 64 ans, première femme à accéder au pouvoir dans l'archipel, a également admis l'importance de l'immigration face à la pénurie de main-d'œuvre, tout en soulignant les inquiétudes des Japonais. Sur le plan diplomatique, l'alliance nippon-américaine reste la pierre angulaire de notre politique étrangère et de sécurité, a lancé Madame Takaichi dans son adresse régulièrement ponctuée de cris et d'applaudissements de ses soutiens. La nouvelle dirigeante était une proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en 2022, qui avait multiplié les efforts pour entretenir des relations cordiales avec M. Trump lors du premier mandat de celui-ci. Affirmant que les activités militaires de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie constituaient à ses yeux une grave préoccupation. Elle a plaidé en faveur d'un dialogue avec Pékin, un voisin essentiel de l'archipel, via un dialogue franc, notamment sur les préoccupations sécuritaires. Critique de longue date de Pékin, Sani Takahashi avait modéré son discours durant sa récente campagne pour prendre la tête du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon. Accord aux modalités en suspens, compromis douanier à finaliser contentieux sino-américain. Le président américain Donald Trump entame une importante tournée en Asie qui sera marquée par une rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale. Un commentaire. Il a quitté Washington vendredi pour arriver dimanche en Malaisie pour le sommet de l'ASEAN, où il a snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat prévu du 26 au 28 octobre. Il devrait y conclure un accord commercial avec la Malaisie et surtout assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge. Il se rendra ensuite au Japon avant d'assister à partir du 29 octobre au sommet de l'Asie-Pacifique APEC en Corée du Sud. Donald Trump se rendra ensuite mardi au Japon où il rencontrera mercredi la nationaliste Sani Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais. Cette dernière a dit vouloir des discussions franches avec le président américain. Tokyo a signé cet été un accord commercial avec Washington, mais certains détails restent à discuter. Mais le point d'orgue de la tournée se déroulera en Corée du Sud, où Donald Trump est attendu à partir du 29 octobre pour l'APEC, en marge duquel il aura un entretien avec Xi Jinping à Gyeongju. Donald Trump a dit mercredi espérer conclure un accord avec le président chinois sur tous les sujets. Le président américain rencontrera aussi son homologue sud-coréen, Lee Jae-myung, prononcera un discours devant des hommes d'affaires et participera à un dîner de dirigeants de l'APEC, selon la Maison-Blanche. Donald Trump a affirmé qu'il espérait voir le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, possiblement cette année, après 3 sommets au cours de son premier mandat. Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a déclaré vendredi que Pékin et Washington pouvaient s'entendre pour résoudre leur querelle commerciale. À l'approche de nouvelles négociations entre les deux parties, les deux plus grandes puissances économiques au monde se livrent une âpre bagarre commerciale depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Après une période de relatif apaisement, des tensions sont remontée d'un cran en octobre depuis l'annonce par la Chine d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage. Le ministère chinois du Commerce a annoncé jeudi l'envoi d'une délégation en Malaisie de vendredi à lundi pour de nouvelles négociations avec les États-Unis. Elle est conduite par le vice-premier ministre He Lifeng. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi.